Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce 10e cours de programmation réseau. Donc là, on va voir, ça va être sur les entrées-sorties non bloquantes en Java. Donc en fait, jusqu'à présent, c'est qu'on a vu que les méthodes de communication sur les sockets, que ce soit les sockets UDP ou les sockets TCP, étaient bloquantes. Ainsi, on peut attendre, tenter une opération, ça peut mettre le demandeur en attente jusqu'à ce que l'opération soit réalisée. Donc par exemple, si on attend un message sur une socket, ou on attend une connexion dans le cas TCP. Donc ce qui est bien, c'est que c'est assez facile à gérer parce qu'en en fait, on sait exactement ce qui se passe, à quel moment, ce qu'on attend et tout. Mais par contre, bon, quand on est bloqué, on peut rien faire d'autre. Et donc c'est un peu compliqué à gérer et il faut faire des threads, etc. Donc, et l'exemple de problème, ou sinon, voilà, être bloqué. Si par exemple vous attendez un colis chez vous et vous savez que le colis doit arriver dans la journée, et vous savez, enfin, comme si vous sortez de chez vous, vous ratez le colis. Alors, en gros, si jamais le colis n'arrive jamais, votre journée est gâchée. Et une entrée-sortie non bloquante, ça va être une sortie, ça va être une entrée-sortie qu'on ne veut pas forcément être bloqué si la situation pour laquelle on attend quelque chose n'arrive pas. Et alors, pourquoi on va vouloir faire ça? Donc, parce que, en fait, on veut pouvoir peut-être faire autre chose, quitte à revenir plus tard pour essayer, ou on veut aller tester un autre truc en même temps, voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui est arrivé. Alors, par contre, c'est pas toujours évident d'utiliser les entrées-sorties non bloquantes, parce qu'il faut aussi voir, ok, si par exemple, à un moment vous êtes en train d'attendre et puis vous voulez arrêter d'attendre, ben, quand est-ce que vous allez tester de nouveau? Et un truc qu'il faut pas faire, c'est faire une boucle qui teste toujours s'il y a quelque chose. Donc pourquoi? Donc ça, c'est pas bien de faire ça. Et ça, c'est un truc même de concurrence et tout. C'est pour ça, par exemple, si vous avez vu dans le cours de concurrence en Java, qu'on a les notify, etc. De façon générale, il faut mieux dormir en attendant qu'un événement que de faire de l'attente active, c'est-à-dire de faire une boucle qui teste toujours s'il y a quelque chose qui est arrivé. Et puis, en gros, aussi, les entrées-sorties non bloquantes, c'est il faut réfléchir, ok, si je fais pas ça, qu'est-ce que je veux faire pendant que je suis pas bloqué en attente? Donc, il y a des cas où, en fait, on n'a pas besoin d'utiliser des entrées-sorties non bloquantes, et d'autres, on va dire, ah, ok, je vais pouvoir faire autre chose. Donc un exemple, bah, c'est vous devez acheter du pain et de la viande et il y a du monde chez le boucher et le boulanger. Et si vous attendez longtemps chez le boucher, peut-être le boulanger sera fermé ensuite. Et si vous attendez encore plus chez le boucher, peut-être celui-ci devra fermer aussi. Et de même si vous attendez longtemps chez le boucher. Et donc on ne sait pas trop sur lesquels des deux attendre. Et ce qui serait bien, c'est d'attendre sur les deux en même temps. Et aller, dès que le premier qui est libéré, on le prend, quitte à revenir après aller dans l'autre sans perdre notre file d'attente. Donc, en fait, plus pratiquement, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est si par exemple on veut faire un programme qui écoute sur deux ports UDP en même temps. Donc, comment on fait pour attendre sur deux choses à la fois? Alors, il y a une solution. Donc, si il y a une solution qui marche pas, c'est on attend sur le port 1 une donnée, puis on attend sur le port 2 une donnée. Donc, en mode bloquant, pourquoi ça marche pas? Ben, parce que si jamais rien n'arrive sur le port 2, on n'arrivera jamais à ce qui arrive sur le port, enfin sur le port 1, on n'arrivera jamais à ce qui arrive sur le port 2. Donc on sera bloqué. Pareil, si on décide d'abord d'attendre sur le port 2 et que rien n'arrive sur le port 2, on risque de rater les choses qui arrivent sur le port 1. Donc il y a des solutions pour ça. Vous pouvez déjà faire une solution avec ce qu'on a vu. C'est on peut décider par exemple de faire une solution multithreadée. Donc on crée deux threads. On a un thread qui attend une donnée sur le port 1 et un autre thread qui attend sur le port 2. Et ainsi, comme on est en parallèle, on n'a plus de problème de blocage qu'on avait avant, vu qu'on attend sur les deux ports en même temps. Alors, l'avantage, c'est qu'on sait déjà le faire. Par contre, l'inconvénient qu'il peut avoir, bah, c'est si on a de la concurrence, hein, si on gère des structures de données partagées, etc., il faut bien penser à faire les verrous. Donc, c'est un peu... voilà, il faut maîtriser ces aspects-là. Donc là, l'exemple que je vous donnais. Alors, juste là, je l'ai programmé un peu différemment, hein. Dans le programme sur la concurrence en Java, je vous disais qu'il fallait faire une classe qui implémentait Runnable et après un thread. En fait, vous pouvez directement, si vous voulez faire vous pouvez directement faire une classe qui étend, enfin qui hérite de la classe thread et redéfinir la méthode run dedans. Donc c'est pareil que de faire une classe qui implémente l'interface Runnable. Enfin, c'est une autre façon de faire. Donc là, je fais une classe AttendUDP qui hérite de la classe thread.
Cette classe, elle prend dans son constructeur un port et sa méthode run, qu'est-ce qu'elle fait? Ça crée donc, un socket UDP en Java. Ça reçoit un paquet. En boucle, ça reçoit un paquet et puis ça affiche le paquet qu'elle a reçu sur son port. Et après, ça, de nouveau, ça étend un paquet. Si maintenant je veux écouter sur les deux ports, bah, je crée deux classes agent UDP, un sur le port 4343 et l'autre sur le port 4344. Et après, je fais start, donc pas run, mais start des deux threads. Donc ça va lancer les deux threads et les deux threads vont s'exécuter en parallèle et vont donc être en attente des données. Et ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Mais on peut aussi faire ça sans passer par la concurrence. En fait, il y a des méthodes qui permettent d'attendre plusieurs événements en même temps. Et pour ça, on va utiliser la librairie NIO. N ici, c'est pour non-blocking. Et donc, non seulement ça va permettre d'écouter sur plusieurs choses en même temps, et puis ça permet de garantir une certaine efficacité sur l'accès aux entrées-sorties, parce que vous n'avez pas de thread ni rien à crier. Et on va voir sur l'exemple là que je vous ai fait comment ça marche. Alors déjà, la chose importante à comprendre, c'est que la première interface, ça va être les canaux. Donc en fait, tout ce sur les choses sur lesquelles on va écouter, ça va être des canaux. Et la plupart des classes qu'on va utiliser, elles vont implémenter cette interface channel, qui a que deux méthodes, c'est isOpen et close. Et donc dans les classes qui vont nous intéresser, on va avoir socket channel, qui va remplacer socket, datagram channel, qui va remplacer datagram socket, donc les sockets UDP, et server socket channel, qui va remplacer server socket, donc qui était la socket pour le serveur TCP. Donc pour ces trois classes de canaux, donc socket channel, datagram channel et server socket channel, il n'y aura pas de constructeur. Et pour l'ouvrir, on va utiliser la méthode open. Et ensuite, on pourra dire pour chacune de ces classes, donc si elle est bloquante ou non, avec la méthode configure blocking, qui renvoie et qui prend en argument un booléen à true si c'est bloquant et à false si c'est non bloquant. Alors, si par exemple je vous présente la classe socket channel, qui correspond à une socket TCP, donc qu'est-ce que je peux faire? On peut se connecter à une machine, donc vous avez une sous-méthode qui est, euh, qui est connect. Et donc par contre là il faut faire attention parce que le connect, normalement quand vous vous connectez en TCP, il y a un petit temps d'attente qui dit que le serveur TCP de l'autre côté vous répond OK. Donc là, normalement c'est des choses qui finissent. Donc pour être sûr que quand on sort d'un appel, on est bien connecté, il faut faire ce petit morceau de code. Donc SC c'est une socket channel. On dit qu'on configure blocking false, c'est-à-dire qu'on la met non bloquante. Et après on fait sc.connect avec, on donne l'inet adresse comme on faisait avant pour se connecter avec une socket. Et on fait ce petit morceau, cette petite boucle while not sc finish connect pour dire ok je vais attendre que ça soit fini d'être connecté avant de faire autre chose. Et ensuite vous avez sur les méthodes read et write sur les sockets. Et on peut aussi récupérer la socket associée au channel avec la méthode socket. Et donc là, la différence, c'est que maintenant, on utilise des byte buffers et pas des streams. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que par contre, quand vous êtes connecté, vous pourriez récupérer la socket pour faire des opérations. Mais par contre, on ne peut plus écrire et lire comme avant, et il faut forcément passer par les read et write des byte buffers. Donc on verra une utilisation plus tard, on verra avec justement dans notre exemple sur les datagram channel. Donc les datagram channel, c'est ce qui va correspondre au datagram socket UDP. Donc on peut l'utiliser pour envoyer des PKE. Pour cela, on va utiliser un connect aussi pour datagram channel. Mais attention là, le connect, ça sera juste pour préciser le destinataire. C'est pas un connect comme en TCP parce que c'est UDP, donc il n'y a pas de connexion, mais juste on utilise quand même la fonction, enfin la méthode connect de datagram channel. Donc ça porte un peu à confusion, mais c'est pas une connexion. Et la différence, c'est qu'ici, on n'aura pas de datagram packet, c'est qu'on va faire des read et des write. Et on va aussi pouvoir faire un bind comme on faisait avec une datagram socket du côté de celui qui écoutait. Et,
Et de la même façon, on peut récupérer la datagram socket associée à un datagram chacun avec la méthode socket. Mais bon, là, on va pas trop s'en servir. Et pour lire et écrire les données, vous aurez read et write avec des byte buffers. Et puis, de la même façon, vous avez la server socket channel qui, elle, est associée à un serveur socket et elle permet de faire des attentes de connexion en TCP. Et on peut aussi l'associer à un port local avec un bind. Et puis, la différence, c'est que l'accept là, de server socket channel, ça va renvoyer pas une socket comme sur server socket, mais une socket channel parce que tout ça va être en mode non bloquant. Donc n'hésitez pas à faire des petits tests, mais en gros, l'idée c'est que vous pourriez avoir un seul programme qui attend à la fois des connexions en TCP, des messages TCP et aussi des messages UDP. Donc comment on va utiliser ces canaux? Ben, en fait, on va créer un canal sur ce qu'on souhaite faire, on déclarera ce canal non bloquant, et le but c'est qu'on veut quand même, donc ça aussi c'est un peu astucieux, on veut quand même bloquer, mais en fait on veut bloquer sur plusieurs choses en même temps. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des sélecteurs. Et le sélecteur, c'est un objet Java qui va permettre de surveiller des opérations, et il faut lui préciser quelles opérations on veut surveiller. Et en fait, quand une opération va être disponible, le sélecteur va nous réveiller, va nous dire c'est bon, arrête d'attendre, tu peux faire une des opérations. On réalise ensuite les opérations disponibles et on revient attendre sur le sélecteur. Donc le sélecteur, c'est dans une classe qui s'appelle selector. Et il sert juste à ces secteurs à observer différents canaux pour voir ce qui se passe. Et pour observer des canaux, il faut utiliser la méthode register qui sert à enregistrer des opérations sur des canaux. Et attention, pour enregistrer un canal dans un sélecteur, il faut que celui-ci doit être non bloquant. Donc on enregistre à la fois le canal qu'on veut observer et quel type d'opération on veut observer. Donc c'est la méthode register. Et cette méthode register, elle va nous renvoyer une clé, et cette clé, c'est elle qui va nous dire, ok, en gros, quand on va être réveillé, on va se servir de la clé pour savoir quelle est la chose qui nous a réveillé. Donc si je passe, donc par exemple, c'est quoi les entiers? Vous voyez que sur le slide d'avant, les entiers pour les opérations, c'est un int. Mais en fait, vous avez dans la classe selection key, vous avez des champs statiques qui sont, soit c'est, nous on va servir de accept, ou read, ou write, ou connect. Ça va être tous les entiers que l'on veut observer. Et puis si on veut en mettre plusieurs sur un même canal, on va faire une addition. Donc, et une fois qu'on a enregistré tous les canaux qu'on souhaitait compter, on peut passer à la sélection. Alors, soit on peut faire une méthode select, c'est-à-dire que ça c'est en mode bloquant et on est bloqué jusqu'à ce qu'une opération qu'on attend est réalisable, ou sinon il y a inSelectNo et qui retourne le nombre de requêtes sur laquelle des opérations sont possibles. Donc si c'est 0, on peut continuer, mais encore une fois, éviter de faire les attentes actives. Donc, et inSelect, c'est que ça renvoie la clé qui est celle qu'on a eue au moment de faire du register. Donc ça va être plus simple avec le code qu'on va voir après. Donc une fois sorti de la sélection, on peut récupérer les clés correspondantes. Donc pour ça, on va faire un selected case qui va nous renvoyer un ensemble de clés qui ont réveillé en fait nos sélecteurs. Et attention, quand on traite une clé de l'opération, il faut la retirer de cet ensemble avec remove par exemple pour en fait aller voir les autres. Et donc là, l'ensemble de section key, on peut tester quel événement on a été réveillé. Donc par exemple si c'est un accept, un read, un write, etc. Donc avec is acceptable, is readable, is writable. Et on peut récupérer le channel correspondant avec selectable channel. Donc avec le code, ça va être un peu plus clair. Donc là, mon but, c'est d'étudier, d'écouter sur deux channels, deux canaux UDP. Donc, d'abord, je crée un selector. Pour créer un selector, je fais selector.open. Ensuite, je crée deux canaux UDP, datagram channel. Donc, je vous rappelle qu'on ne peut pas les construire. Donc, pour les créer, je fais deux datagram channel.open. Donc, c'est DSC1 et DSC2. Et je dis tous les deux qui sont false. Ils sont non bloquants avec configure blocking.
Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, il faut que je leur dise que c'est OK, ces canaux, je vais les utiliser pour faire écouter sur des ports UDP. Donc, sur les datagram channel, j'utilise la méthode bind. Et qu'est-ce que je donne comme inetsocket address? Ben, inetsocket address avec le port pour l'un 4344 et pour l'autre 4343. Donc, c'est le bind. Ensuite, du coup, comme je vais vouloir écouter sur les deux en même temps, il faut que j'enregistre ces canaux sur mon selector. Et donc, pour ça, j'utilise la méthode register où je donne le selector en argument et je donne l'option. Donc ici, je veux juste attendre sur des lectures. Donc je fais selectionKey.opRead. Donc on fait ça. Et ensuite, il faut passer par bytebuffer, donc, qui est en fait un buffer d'octet pour dire quelle est la taille des données. C'est là où ça va être écrit ou lu quand je vais. Donc là, ça va être lu quand je vais recevoir. C'est là-dedans que je vais mettre les données que je reçois. Donc maintenant j'ai fait ça et après qu'est-ce que je fais? Je fais une boucle true. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait un select, donc là sur le selector, donc cell.select. Donc là c'est bloquant et je vais attendre que les opérations que j'ai enregistrées auparavant, donc quelles opérations? C'est les reads sur les deux canaux UDP, me réveillent. Ensuite quand j'ai fait ça, je récupère un itérator sur mon ensemble selected key. Donc selected key, ça va me... c'est les clés qui m'ont réveillé de celle. Et je fais un itérateur dessus. Et donc qu'est-ce que je fais? Ben, je prends le next, je le remove de l'itérateur. OK. Donc c'est la selection key, donc je remove celui qui m'a été donné, donc je l'ai mis dans SK et après je teste quel est l'événement qui m'a réveillé. Donc je teste déjà si c'est bien SK is readable, c'est-à-dire que j'ai bien été réveillé par un événement lecture, et puis je peux tester le canal, est-ce que c'est DSC1, donc est-ce que c'est le premier? Si c'est le cas, j'affiche que j'ai reçu un message du UDP sur le 4344. Donc je le reçois effectivement, et je mets ce que j'ai reçu dans le byte buffer, et après je traduis ce byte buffer en chaîne de caractères, et j'affiche ma chaîne de caractères. Et si en revanche, j'ai un autre else if qui me dit, ok, ça peut être toujours une autre lecture, enfin j'ai reçu quelque chose, et là le canal, ça va être DSC2, et donc là de nouveau je le traduis, etc. Donc là on a notre programme qui attend sur deux choses. Donc vous voyez, c'est un peu plus dur à manipuler quand même parce qu'on a tout cette histoire de byte buffer, de bien enregistrer ses clés à parser et tout. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas toute la concurrence derrière. Donc c'est un peu à vous de voir avec le quoi vous êtes le plus à l'aise. L'avantage de ne pas avoir la concurrence, c'est que du coup, pour les données partagées, ben là, vu que j'ai qu'un seul programme qui tourne tout, c'est plus facile. L'inconvénient, c'est voilà, c'est un peu plus lourd à gérer avec ce selector, cet ensemble de selection key à parcourir, etc. Voilà.